L'expérience patient, pour nous, c'est extrêmement important. Et notre ADN, c'est la co-construction entre patients et professionnels. On est une équipe de 5 cofondateurs, 2 patientes et 2 professionnels de santé et un tech sans qui on ne pourrait rien faire, puisque c'est une solution d'intelligence artificielle et 3 jeunes femmes qui nous ont rejoints récemment. Dans le cadre des 20 ans de la loi Kouchner, et M. Brun, j'ai dit loi Kouchner, dans le cadre des 20 ans de la loi Kouchner, et ah oui, j'ai oublié de vous dire que nous filmons et nous avons plein de gens qui sont connectés, donc bonjour à vous. Vous ne pourrez pas poser vos questions malheureusement par Internet, mais merci d'être si nombreux à nous écouter. Donc, c'est les 20 ans de la loi Kouchner, c'est important pour nous, et nous avions fait une conférence le 8 mars dernier pour ces 20 ans en collaboration avec la chaire Valeurs de soins de l'Université Jean Moulin de Lyon. Nous sommes lyonnais. Et nous avions organisé une agora, et dans cette continuité, on a voulu faire ici à Santé Expo, parce que pour nous, c'était important de se demander ensemble, de se poser la question de l'intérêt de cette expérience patient comme facteur important d'amélioration du système de santé. On a fait une phase d'expérimentation de notre solution qui s'appelle Verbatim.care avec 6 établissements de santé, CHU, clinique privée, GHT, SPI, etc. Et on a co-construit avec eux une solution, mais parallèlement, on a aussi co-construit une verticale oncologie. Une verticale oncologie parce qu'il nous semblait important, d'abord parce que le cancer touche énormément de gens en France et dans le monde. Et puis les parcours sont peut-être un petit peu différents et on le verra avec nos invités. Donc, ces 4 établissements de soins spécialisés en cancérologie sont les centres de lutte contre le cancer de Rouen, le centre Henri Becquerel de Clermont, le centre Jean Perrin de Lyon, le centre Léon Bérard, et l'Institut Cancer Paris-Carpem de la PHP Centre Université de Paris. Donc, c'est l'occasion de recevoir Madame Zineb Amari, qui est ingénieure qualité au centre Henri Becquerel de Rouen, bonjour Zineb. Monsieur Michael Canova, qui lui est directeur de cabinet Unicancer. Et puis, on ne pouvait pas parler de l'expérience patient sans représentant des patients, puisqu'on pense qu'il faut co-construire. Donc, on a 2 représentants émérites de l'expérience représentant de patients, Nicolas Brun, que tout le monde connaît, qui est représentant des usagers et coordinateur pour protection sociale santé, UNAF, qui est l'Union nationale des associations familiales. Une ovation pour Nicolas. Et puis Alexis Berbial, conseiller technique santé de France Asso Santé, que tout le monde connaît aussi. Pas besoin de vous présenter France Asso Santé. Donc la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est l'expérience patient est-elle une boussole pour notre système de santé? Et je vais me retourner vers Nicolas. Nicolas, toi qui a co-construit, parce qu'on est pour la co-construction, qui a co-construit une partie de la loi du 4 mars 2002, ou en tout cas qui était présent à l'époque, très jeune mais présent. Nous avons fêté les 20 ans donc, de la loi. Comment a évolué pour toi la prise en compte du point de vue des patients depuis ces 20 dernières années? Ce serait pas mal, ami. Merci beaucoup à tous. Très heureux d'être avec vous. Donc, on me demande en 3 minutes de résumer 30 ans de l'évolution de la démocratie en santé, ce qui est quand même une gageure et assez difficile. Donc, je vais être un petit peu caricatural, pardonnez-moi, et il faut nuancer sans doute les propos que je vais tenir. En fait, on est parti, y compris en 2002, mais avant, d'une observation où on voyait que le recueil de la parole des patients n'était pas si évident, dans le sens où on partait du principe que le patient, dans sa terminologie, le patient c'est celui qui souffre, ne pouvait pas s'exprimer lui-même parce qu'il était déjà pris tellement par sa maladie qu'il ne fallait surtout pas lui poser des questions ou lui interroger là-dessus.
augmenterait son anxiété et c'était pas bon pour lui. Puis le médecin a de toute façon une action qui ne peut être que bonne pour le patient, que dans cette relation-là, eh bien, a besoin d'aller plus au bout. Et comme on l'a dit, un ancien président du Conseil de l'Ordre, c'est une conscience pour créer une confiance, et on en était. Et puis, les années là, on sait que beaucoup de choses ont évolué, parce que d'abord, on s'est adressé à une communauté. Deuxièmement, patients et professionnels de santé qui prennent en charge ces patients avaient à peu près le même âge, voire même parfois le même âge. Donc, ça a changé complètement la vision des uns et des autres par rapport à une prise en charge d'une maladie. Et puis, les maladies patients, à l'époque, voulaient aussi non seulement parler de leur maladie, de leur traitement, mais voulaient aussi agir sur leur environnement et sur l'organisation des soins. Je rappelle pour les plus anciens, ceux qui ont vécu ça, moi je l'ai vu dans les services à l'époque qui prenaient en charge ces patients malades du sida, ils étaient mis au fond du service, tout le monde avait peur et tous les fantasmes que l'on pouvait entendre à l'extérieur de l'hôpital, on les retrouvait aussi au sein de l'hôpital, y compris auprès des professionnels de santé qui étaient en charge de celui qui aussi voulait discuter le traitement était aussi vu comme un peu l'emmerdeur de service. C'est-à-dire que des fois, il va aller demander, c'est nous qui savons, nous avons l'expertise de la maladie et on n'a pas besoin de venir lui demander des éléments supplémentaires. Et puis enfin, le recueil de la parole était faible. Et ça, c'est un des éléments assez importants qui nous a fait réfléchir à la deuxième partie de la loi Kouchner. Vous savez, il y a une partie droit individuel, pour la formation, dont certains droits existaient déjà préalablement et qui ont dû être remis en perspective au sein du Code de santé publique pour les faire apparaître à tous. Mais il y avait le volet aussi collectif, parce qu'on s'apercevait que d'abord, il devait y avoir une parole collective qui n'était pas de défense, c'est-à-dire contre les professionnels de santé, mais qui était pour participer avec eux à l'organisation des soins, à la prise en compte de la personne dans sa globalité et à son environnement. Et si on prend un exemple, c'est l'exemple typique, c'est les réclamations. Aujourd'hui, dans les établissements, les réclamations sont prises en compte, généralement prises en compte. À l'époque, c'était le papier, il allait directement à la poubelle. Dire, mais qu'est-ce qu'on se réclame alors que déjà on le soigne, donc de quoi il vient se réclamer. Et ce qui nous avait choqué à l'époque, c'est que les grandes entreprises type Le Sieur, Citroën, dans les années 50-60, avaient des cercles de qualité, des cercles de réflexion sur justement les retours des consommateurs par rapport dans le circuit industriel, et que dans le monde de la santé, alors qu'on est sur les choses les plus intimes, les plus angoissantes, parce que c'est parfois sa propre vie très proche qui est en jeu, et en tout cas c'est une transformation de sa vie, eh bien il n'y avait pas d'analyse de ces éléments-là. Et c'est pour ça qu'on a créé la loi, enfin, on a participé à la création de cette loi sur ce volet-là, même si parfois on a mis peut-être en exergue, et trop en exergue, de ces problèmes de réclamation et plein, qui a peut-être fait croire aux professionnels que c'était une loi qui allait contre eux, alors même que ce n'était pas du tout la philosophie de la loi. Et puis, pour terminer, on a un changement de paradigme. Avant, il y avait une thérapeutique. Quand il y en avait une deuxième, possibilité de deuxième, c'était déjà chanceux. Et vous voyez que le dialogue était assez mince. Aujourd'hui, on est face à des thérapeutiques qui sont très individualisées. Elles peuvent être diverses et variées. En psychologie, en neurologie, il y a presque autant de thérapeutiques que de patients. C'est là où il y a une nécessité de développer un dialogue extrêmement important entre le patient et l'équipe qui le prend en charge pour pouvoir essayer de créer ce parcours et que ce parcours ne soit le moins chaotique possible, ou en tout cas qu'il ne soit pas fait de rupture. Et donc là, il est essentiel que chacun comprenne que ce n'est pas les uns contre les autres, mais c'est les uns avec les autres que l'on pourra faire avancer. Et le traitement de cette parole, elle ne doit pas simplement être affichée, elle doit véritablement se concrétiser dans une démarche qualité qui ne cherche pas à culpabiliser l'un ou l'autre, mais qui cherche plutôt à améliorer les pratiques pour qu'on puisse avoir un parcours cohérent et sans rupture pour à la fois l'équipe
charge et à la fois le patient. Merci beaucoup, Nicolas. C'était très bien résumé et très intéressant de voir que effectivement c'est pas l'un contre l'autre, c'est les uns avec les autres et ça on y tient tous beaucoup. Je me retourne vers Alexis. Nicolas parlait de l'Oscar et des grandes entreprises comme ça qui parlent beaucoup de satisfaction client. Alors je sais pas si c'est dans l'arachide on cherche la satisfaction, mais on parle de satisfaction client dans plein d'autres entreprises. Et on parle de satisfaction patient maintenant depuis un certain temps. Et c'est quoi la différence entre la satisfaction patient et l'expérience patient? Qu'est-ce que l'expérience patient? D'abord, est-ce que l'expérience patient apporte quelque chose de plus? Et si oui, quoi? Bien, merci pour votre invitation, chère Catherine. Je vais répondre à votre question. C'est avec grand plaisir. C'est un bonheur. Alors, c'est pas une question simple, hein, cette affaire, puisque partout, vous voyez dans ce salon, le vocable finalement se diffuse les satisfactions patient, expérience patient, toutes les satisfactions expérience. Pour répondre à ta question, Catherine, en fait, pour moi, l'expérience patient, elle va plus loin que la simple satisfaction. La satisfaction, elle est mesurée à un moment donné, alors que l'expérience patient, elle est mesurée tout au long du parcours. C'est les interactions qu'on prend en compte. L'expérience patient, donc, elle permet après d'appréhender de manière globale le parcours du patient, alors que la satisfaction est plus figée dans le temps, dans l'espace et dans ce qu'on prend comme information. La satisfaction patient, elle est basée sur les attentes personnelles du patient, alors que l'expérience patient, tu as commencé à le dire dans ta question, c'est bien plus complet. C'est les émotions quand j'interagis avec le système de soins. Ah mince, est-ce que je suis rentré par la bonne porte d'accueil? Est-ce que je suis dans le bon service? Là, on est de l'ordre de l'émotionnel. Est-ce que c'est aussi les liens comportementaux avec les professionnels de santé? La secrétaire a été un peu agressive, n'a pas répondu à ma question. Ça fait du lien d'ailleurs entre l'émotionnel et l'affectif. Donc, ça, c'est ce que va aussi regarder l'expérience patient. Et il y a aussi, évidemment, l'expérience patient, les aspects environnementaux. Il fait trop chaud dans la salle d'attente, alors que je viens là parce que j'ai été brûlé. Et là, vous avez les trois notions émotionnelles, affectives, comportementales et environnementales. Et donc, la satisfaction patient s'arrête un peu là, et c'est là où les apports de l'expérience patient vont rendre plus complète l'analyse pour les offreurs de soins sur finalement ce vécu, cette dimension objective de la prise en charge. Alors, il y a plein d'indicateurs possibles hein, pour mesurer cette expérience. Je ne vais pas dans les sites anglais. Et surtout, moi, ce que je trouve aujourd'hui dans les établissements de santé, c'est qu'on a beaucoup travaillé la question de l'efficacité clinique, beaucoup travaillé la question de la sécurité des soins. Or, le petit dernier qui forme le triangle de la qualité, c'est qu'est-ce qu'on fait sur l'expérience des patients. Parce que le triangle de la qualité des soins, efficacité clinique, sécurité des soins, expérience patient, c'est ce qui fait que vous offrez en tant qu'offreur de soins un service optimal aux usagers du système de santé. Et dans le triptyque, c'est le petit dernier qui est en train de croître, mais sur lequel on a beaucoup de retard. Tout vous dire, avant le développement d'un institut et de bien d'autres choses, à part Isatis, dans les établissements de santé, sur les séjours MCO de plus de 48 heures, quelques questionnaires de satisfaction, quelques plaintes et réclamations, on n'allait pas beaucoup plus loin. Donc là, il me semble qu'on est rentré en fin de loi, 20 ans après la loi Kouchner, dans l'ère, après l'ère des droits, l'ère de l'expérience, et c'est une bonne chose. Ça nous permet d'aller plus loin, les droits des patients étant les socles, et finalement, on va plus loin avec l'expérience. On va sur l'émotion et sur l'environnemental. Ok, donc si je comprends bien, l'émotion rentre en compte en plus de la satisfaction. Avez-vous aimé, oui, non, etc. Et c'est vraiment mon parcours de vie, parce qu'on parle toujours de parcours de soins. Et en fait, ça s'inscrit dans un parcours de vie. Et dans une vie, on a des émotions, on n'aime pas, on ressent moins. N'est-ce pas, Monsieur Brun? Je me retourne vers Michael.
Michael, comment et pourquoi Unicancer, en tant que fédération de 18 centres de lutte contre le cancer en France, comment et pourquoi cette fédération Unicancer œuvre-t-elle pour l'amélioration de l'expérience patient? En quoi c'est important et pourquoi vous le faites? Bonjour, voilà, ça, faut pas trop s'en approcher pour une fois-ci. Je me suis fait sursauter moi-même, donc j'imagine dans la salle. Donc merci de nous avoir invités. On est donc deux membres aujourd'hui du réseau des centres de lutte contre le cancer qui est Unicancer. Et on se félicite de cette invitation. On se félicite aussi de voir le monde qu'il y a aujourd'hui autour de cette table qui montre l'intérêt aujourd'hui qu'on porte à cette thématique prioritaire. Alexis évoquait un triptyque entre efficacité clinique et satisfaction. Et en fait, ce que j'aimerais faire aujourd'hui dans mon intervention, c'est vous démontrer qu'il y a en fait un lien direct entre l'expérience patient, la satisfaction et l'efficacité thérapeutique. C'est peut-être ce qui peut résumer notre action. Donc, juste en point préalable, Unicancer, nous sommes un réseau de 20 établissements de santé privés non lucratifs, spécialisés en cancérologie et implantés un peu partout sur le territoire. Nous pratiquons une activité sans dépassement d'honoraires, sans activité libérale, accessible à tous. Et bien sûr, nous sommes donc des acteurs majeurs des soins et de la recherche en cancérologie. Et pourquoi aujourd'hui on est deux issus du monde de la cancérologie autour de cette table? C'est parce que justement, plus qu'ailleurs, l'expérience patient, l'état d'esprit du patient, le mental, on peut mettre plein de mots, l'équilibre psychologique, est déterminant pour l'efficacité des soins. Et c'est bien le sens de notre conception, de notre modèle de prise en charge, c'est de tout faire pour que le patient soit dans un état de bien-être, presque au sens de la définition de l'OMS de ce qu'est la santé. C'est un bien-être général et qui va rendre les soins d'autant plus performants. Juste rappeler que le cancer aujourd'hui, malgré les progrès des soins et de la recherche, reste la première cause de mortalité du pays, avec près de 160 000 morts par an, donc c'est quand même pas rien. Et donc c'est un sujet prioritaire et à notre sens, les politiques publiques doivent prioriser cette thématique et donc prendre en compte ce lien entre l'efficacité thérapeutique et tout ce qui va être relatif au bien-être des patients. La prise en charge globale, c'est proposer à des patients, bien sûr, des soins de qualité, innovants, et un environnement, un accompagnement psychologique, social, matériel. Ça peut aller jusqu'à l'organisation de l'hôpital, l'organisation au-delà de l'hôpital, pour garantir des soins de qualité, un accompagnement de qualité et encore une fois de meilleures chances de guérison. Il y a aussi la thématique des aidants pour intégrer dans l'expérience patient. Il y a le suivi des séquelles. Un patient guéri, c'est un patient à risque. Il faut identifier très tôt les risques de second cancer. Voilà, on a une conception globale, un accompagnement qui se doit d'être global et de qualité. Pour les centres, la place des patients est majeure et cette thématique, finalement, elle forge l'ADN des centres de lutte contre le cancer. Nous sommes organisés de manière à ce qu'on impulse une véritable décision partagée entre les patients, les professionnels de santé et que s'établisse une relation de confiance entre ces acteurs clés. Finalement, pour nous, les meilleurs ambassadeurs des centres de lutte contre le cancer, c'est les patients eux-mêmes. Et donc, il faut leur donner la parole. Il faut objectiver notre réussite, nos spécificités, nos atouts. Et quoi de mieux que de faire des questionnaires, des enquêtes via des outils numériques. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui très supportifs du développement d'outils connectés qui permettent justement de relater d'une part la satisfaction des patients, mais surtout, et ça depuis notre création, de faire ressortir ce qui ne va pas. Parce que la qualité, ça n'existe pas en réalité. On ne sera jamais au niveau de qualité optimale en tant qu'établissement de santé. C'est une quête permanente vers l'amélioration. Et donc, cette quête permanente, elle ne peut être alimentée que par des outils, des questionnaires, des objectivations de points de vue, de ressenti et d'expériences vécues par les patients. Juste pour terminer, nous avons signé, tous les centres de lutte contre le cancer, une charte d'engagement vis-à-vis des patients. Pour nous, c'est ce qui guide notre action au quotidien. D'abord parce que ça nous semble juste, mais ensuite parce que ça nous semble efficace pour nous améliorer en continu. Merci beaucoup, Michael. Je me retourne vers Zineb. Finalement,
on a la chance, quand on a eu un cancer, et je suis concernée, d'avoir des centres spécialisés. C'est des parcours particuliers, hein, les cancers, et il y a un recueil de l'expérience qui est aussi particulier, parce que les parcours sont différents, et voilà, on passe plus de temps, on a peut-être plus de liens aussi avec son centre, avec son médecin, avec ses infirmières, etc. C'est quoi pour vous ce qui fait les particularités de ces parcours, justement? Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez tous, c'est bon. Donc oui, effectivement, c'est des parcours qui sont plus complexes et beaucoup plus longs, qui va du coup nécessiter l'implication de différents professionnels en interne, différents services en interne et également des établissements à l'extérieur, que ce soit des SSR, même de l'HAD ou encore le médecin traitant. En cancérologie, on va développer des métiers de coordination justement pour pouvoir développer la continuité des soins et la sécuriser. Par contre, du coup, le patient reste le seul acteur qui va pouvoir nous donner du coup un retour complet sur tout son parcours. Donc, l'expérience patient sur ces parcours-là est essentielle. De plus, on va vers un virage en ambulatoire. Donc, une grande partie du parcours se fait aussi à domicile. Donc là, il est hyper important de pouvoir construire des outils numériques pour avoir ce retour en continu. Et on en a un petit peu parlé aussi tout à l'heure. Le cancer, malheureusement, reste encore une maladie potentiellement mortelle. Généralement, globalement, les médecins se restent focalisés, et c'est tout à fait normal, spécifiquement en charge du cancer. Et maintenant, il est aussi important de pouvoir évaluer les conséquences de cette prise en charge sur la vie quotidienne des patients et aborder des sujets qui sont rarement abordés lors des consultations médicales classiques, type la reprise de la vie sociale, la reprise de la vie de couple, la sexualité, etc. Donc là-dessus, l'expérience patient peut beaucoup nous aider. On a la chance d'avoir des patients dans ces parcours-là qui sont très engagés, parce que du coup, ils sont la plupart inclus dans des essais cliniques où ils ont déjà l'habitude en fait de remplir des tas de questionnaires de qualité de vie. Donc là-dessus, ils sont vraiment engagés et on voit de plus en plus émerger ce qu'on appelle des comités de patients partenaires. Ça, en ce moment, quasiment tous les CFCC ont des comités de patients où en fait les patients sont aux côtés de professionnels de santé et peuvent donner en fait leur avis, leur expérience sur des tas de thématiques, des travaux, la peinture dans les services, etc. Et donc ça montre quand même qu'ils sont beaucoup engagés. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le parcours est assez complexe et donc du coup le recueil est assez complexe. On a beaucoup de difficultés à savoir quand recueillir cette expérience patient et puis avec quel outil. Donc là, je vous laisse la parole pour parler un petit peu de Verbatim, mais je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer en fait pourquoi nous on a vraiment apprécié en fait cette expérimentation et du coup on a hâte de poursuivre. Ce qui est notre solution verbatim.care, mais en tout cas très rapidement, quand vous avez des questions ouvertes, des verbatims, personne ne lit ces verbatims et si tant est qu'on lise des milliers de verbatims, le cerveau humain n'est pas capable de les analyser. Donc on a développé un algorithme qui permet justement de transformer ces verbatims en tableau de bord avec des leviers d'action, des leviers actionnables pour les établissements de santé qui permettent d'une part d'améliorer l'expérience patient, mais aussi de motiver les équipes parce qu'il n'y a pas que du négatif dans le recueil d'expériences patients. Il y a aussi beaucoup de positifs. Et donc, c'est aussi un outil de motivation des équipes qui en ont bien besoin en ce moment après la crise qu'on vient de vivre. Merci Zineb de m'avoir engagée à le présenter. De toute façon, alors cette solution existe. Hein. On est une jeune start-up, mais on va vite. Et nous sommes à votre disposition. Alors, si vous venez tous en même temps, on est mal. Hein. Mais vous pouvez venir à notre stand start-up là-bas en temps moi et on peut vous faire une démonstration. Nous laissez votre carte et on vous fera avec plaisir une démonstration de notre solution. Je me retourne à nouveau vers Michael
on avait une question qui était la question générale de cette agora, c'est est-ce que l'expérience patient est une boussole pour notre système de santé? Alors, on y a un petit peu répondu, mais quelle serait votre réponse là aujourd'hui? Oui, effectivement, je pense y avoir répondu, en tout cas pour ce qui concerne la cancérologie. Mais c'est vrai que Unicancer aujourd'hui se positionne comme un acteur majeur des réformes du système de santé et que chaque fois qu'on en a l'occasion, on travaille d'abord de concert avec les associations de patients au maximum pour mener des actions communes. On espère développer ça. J'ai dit qu'en cancérologie, pour moi, c'est pas une nouveauté, parce que c'est notre ADN. Peut-être que le système de santé doit en revanche prendre ça comme une véritable boussole aujourd'hui, mais je pense que c'est le cas, parce que c'est, à mon avis, une table ronde parmi d'autres qui ont abordé ce sujet, et c'est tant mieux, parce que c'est effectivement très important et c'est une forte attente vis-à-vis des patients. Et ensuite, j'ai conclu sur ce point-là, mais ça n'est que justice, évidemment. On peut même poser ça sur un point strictement moral, d'analyser par exemple les conséquences du traitement d'un cancer, ça me paraît quand même presque normal. Alors ça n'a pas toujours été. Il a fallu qu'on ait des lois et des associations de patients pour se battre, et après on considère que c'est normal. Donc il faut continuer à se battre. Je pense que le Ségur de la santé a créé beaucoup d'espoir au sein de l'écosystème sanitaire. Il n'a pas forcément donné satisfaction sur tous les sujets parce que sauf erreur de ma part, il ne s'est pas traduit encore tout à fait d'un point de vue législatif sur tous les domaines, la gouvernance, l'organisation sur les territoires, mais on va continuer à se battre pour que ce soit le cas. Et dans ces réformes à venir du système de santé, il faut bien sûr que la place des patients, des usagers, soit largement augmentée. Et ça ira, je pense, de la relation d'un patient avec son médecin traitant. Et on pourra remonter comme ça, et je serai là, nous serons là pour le défendre, on pourra remonter comme ça tous les échelons de l'échelle sociale de notre organisation politique jusqu'à ce qu'on ait des grandes lois de santé co-élaborées avec les associations de patients qu'on doit traiter pas comme les usagers mais comme des partenaires qui définissent les politiques publiques de santé. Ah, mais ça va très bien comme réponse, jusqu'à ce que le futur ministre de la Santé soit une femme patiente. Catherine Sophie. Voilà. Voilà. Mais c'est non, j'ai dit non. J'ai dit non. Parce que vous aviez la table ronde, ça collait pas en termes d'agenda. C'est ça, ouais, en termes d'agenda, je suis désolée. Zineb, donc on travaille en phase exploratoire, on a travaillé avec vous sur verbatim.care. Et comment, à votre avis, verbatim.care, cette solution qu'on a développée, co-développée, peut aider à ce changement? Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Alexis tout à l'heure sur les enquêtes de satisfaction. Nous, du coup, ça fait plusieurs années qu'on utilise du coup cet outil sur les questionnaires de satisfaction en interne, donc notamment le fameux questionnaire de fin d'hospi et ensuite ISATIS pour nous en NCO et chirurgie ambulatoire. Et du coup, ce sont des questionnaires qui sont utilisables par le plus grand nombre, qui traitent des thématiques très générales qui restent autour de l'hôtellerie, sur l'accueil, sur le parking, sur des choses comme ça. Et avec des modes de réponse qui sont souvent stéréotypés, type binaire, oui, non, avec les échelles très satisfait, pas satisfait, etc. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que ces questionnaires, en fait, deviennent inexploitables. On n'en fait rien. On a, OK, 98% des patients qui nous disent que notre personnel est gentil. C'est très, très bien. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des 2% qui pensent qu'ils sont méchants? Et voilà, en fait, on n'en fait rien et ça ne nous permet pas, du coup, d'avoir des leviers d'action. Donc, face à ça, on met en place des textes libres, donc les verbatims, qui vont nous permettre, du coup, d'avoir plus de détails, plus d'informations sur l'insatisfaction ou la satisfaction des patients. Et le problème, en fait, c'est que tout ça, ça reste encore orienté parce que du coup, on leur a posé des questions sur la restauration, sur le parking. Donc forcément, eux, ils vont nous commenter la restauration et le parking. Donc voilà. Et donc du coup, on a voulu faire des questionnaires qu'avec des verbatims, mais on s'est rendu compte que analyser des verbatims, je ne sais pas si ici il y a des responsables qualité ou des qualiticiens qui se prennent la tête à faire des
nuage de mots qui servent à rien. Donc voilà, on était confrontés à ça, on n'en faisait rien. Alors oui, on les lisait, hein, c'était très intéressant et ça pouvait nous permettre de mettre en place des actions, mais on était assez bloqués. Et là, Verbatim Care est arrivé. Oui, c'est un peu exagéré. Non, non, pas du tout. Moi, je suis dans votre équipe. Non, mais c'est vrai, quand on nous a dit on va pouvoir analyser vos verbatim, on était vachement contents parce que du coup, je vous ai dit, ça prend du temps de pouvoir déjà retranscrire. C'est toujours des questionnaires papier à Paris Statis. Donc, retranscrire les verbatim, plus ensuite les analyser. Je ne sais même pas si on pourrait appeler ça une analyse, qui n'était pas forcément fiable, cette analyse, parce qu'elle dépend en fait en partie de la personne qui l'analyse. Et voilà. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a vu ça. Donc, super. Et donc là, ça pourrait nous permettre de nous décharger de cette partie chronophage. Et ensuite, du coup, de pouvoir, à long terme, mettre en place des questionnaires qu'avec des verbatim et du coup laisser la parole aux patients sur des sujets qui les intéressent, des sujets qui les touchent et pas forcément des sujets type hôtellerie, etc. Et du coup, ça peut aussi nous permettre de pondérer les réponses. Donc, en intensité et en nombre en fait de répondants, et pouvoir ensuite hiérarchiser les actions d'amélioration. Et tout à l'heure, on a parlé justement des plaintes et réclamations. Et du coup, moi, je pense que grâce à des logiciels comme ça, on pourra un jour du coup analyser tout type d'informations, tout type de verbatim, que ce soit des plaintes réclamations, que ce soit aussi les commentaires qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, parce que ça se développe beaucoup en ce moment. Et également aussi peut-être des informations qu'on a lors des consultations médicales ou paramédicales et autres. Donc, voilà, à développer. Alors, juste pour rebondir, merci beaucoup, hein, on va vous embaucher. Merci beaucoup, Président. Mais tout ce qui est sociaux, etc., est tout à fait d'ores et déjà possible de les implanter dans la solution. Je me retourne vers messieurs, messieurs Nicolas et Alexis. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Bon, on a envie que ça devienne une boussole, hein, l'expérience patient. On a vu qu'on est parti de loin. On a vu aussi que le cancer avait finalement beaucoup avancé et a été très moteur ces dernières années, notamment avec les plans cancer, etc. Ça a beaucoup, beaucoup aidé. Comment faire en sorte que l'expérience patient devienne véritablement, vraiment une boussole pour notre système de santé? Que de ce trépied dont vous parliez, on ne marche pas sur deux, mais on marche sur trois pattes. Marcher sur trois pattes. C'est ça. En tout cas, le système de santé. Oui, bien sûr. C'est votre magnétisme qui fait. Merci beaucoup. Non, mais ça donne au moins le cap. Ça donnerait le cap, ça donnerait déjà pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive maintenant à avoir un système de santé qui ne soit pas fondé sur les organisations, mais plutôt sur les besoins de la population. C'est quand même un changement de paradigme qui est nécessaire de faire et qui n'est pas gagné. Et l'expérience patient est un des éléments qui devrait permettre de partir justement des besoins de la population, des populations, car ce n'est pas quelque chose d'homogène, et des organisations qui se mettent en place derrière, qui permettent de répondre à ces besoins exprimés et qui permettent justement qu'il n'y ait pas de rupture. Aujourd'hui, la difficulté, en tout cas, ce que l'on voit dans les gens qui arrivent parfois à fracasser après leur passage dans le système de santé, c'est les ruptures. Et celui qui paye le plus la rupture, le défaut d'organisation, la mauvaise orientation, etc., c'est le patient. C'est le patient et c'est son environnement. Et ses proches. Donc, il est vraiment indispensable que tous ces éléments-là et tous ces outils-là, le questionnaire Isatis est un outil, c'est pas le seul outil. Il doit y avoir aussi développer plusieurs autres outils, peut-être un moyen de pouvoir aboutir à cette orientation. Il faut aussi faire gaffe que le terme expérience patient ne devienne pas un terme marketing. Ça, c'est quand même le grand danger. C'est-à-dire que vous faites le tour aujourd'hui de tous les stands, partout il y a l'expérience patient. Quand vous allez regarder un peu, vous interrogez les gens, vous apercevez que oui, il y a l'expérience patient, mais est-ce qu'on a posé la question aux patients? Est-ce que les patients ont été associés à l'élaboration, à la confection de ces outils? Une fois sur deux, et parce que je suis très optimiste, non. Donc,
l'expérience patient, elle implique la participation des gens. Et comme on a dit tout à l'heure, on a un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une population qui a plus informée, qui peut aller chercher de l'information, qui a des communautés, participe à des communautés, à travers les réseaux sociaux, etc. Même s'il peut y avoir bien sûr des qualités très, très différentes, mais on ne peut plus faire en sorte qu'on ne soit que sur le témoignage. Et souvent, l'expérience patient, jusqu'à une période assez récente, on était sur du témoignage. Le témoignage est capital, c'est fondamental, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Il faut aller aussi au-delà de cet élément-là, et c'est là la co-construction avec des patients partenaires, avec la représentante du CSG, il y a des patients enseignants, voilà. On a une diversité de choses qui ne sont pas en opposition les uns aux autres, mais qui, au contraire, doivent créer une communauté de patients, d'associations de patients qui aident les professionnels à aller sur ce champ-là. Je dirais, pour terminer, je pense à un élément extrêmement important, tu l'as un petit peu évoqué, Catherine, tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que l'expérience patient, bien sûr, elle est passionnante pour les patients eux-mêmes, parce que ça donne aussi, pour quelqu'un qui a une maladie chronique, de faire quelque chose de sa maladie, au-delà de simplement son traitement, c'est aussi, ça rentre aussi dans le processus de reconstruction d'une vie normale, etc., etc. Mais ça donne aussi du sens professionnel de santé. Je pense que c'est là le grand changement. Peut-être que la loi de 2002 a été vue du côté professionnel comme quelque chose qui était une loi contre eux. C'est absolument pas l'objectif ni la philosophie, pas d'ailleurs. Mais malheureusement, ça a été parfois un peu vécu là-dessus. L'expérience patient, elle doit donner aussi un sens au professionnel. Ce qu'on a dit tout à l'heure, cette expérience, elle ne peut, cet échange, ce dialogue, ce regard croisé, il ne peut se faire qu'avec les uns et les autres et pas contre les uns et les autres. Donc, c'est sans doute, et quand on entend, quand on va dans des assemblées de professionnels qui disent en premier lieu, on n'a plus le temps de parler avec le patient, on n'a plus le temps de se poser, de pouvoir dialoguer avec, de pouvoir justement un peu connaître un peu son environnement, on est sur l'acte technique, on doit faire tant de trucs en 1 heure, il faut faire des toilettes, etc., etc., etc. Bien entendu, ces organisations-là, elles sont maltraitantes pour le patient, par exemple, c'est les toilettes, mais elles sont aussi maltraitantes pour le professionnel. L'expérience patient, de se redonner un objectif commun, discuter ensemble, dialoguer ensemble, et même si au départ on n'est pas d'accord, on sera bien sûr pas toujours d'accord, mais que petit à petit on arrive à construire quelque chose qui, in fine, va améliorer à la fois les pratiques et à la fois aussi la prise en soin des personnes et d'améliorer leur parcours de vie, et bien ça aussi améliore le parcours de vie professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Brun. Alexis, le mot de la fin? Oui, alors, c'est difficile, hein, le mot de la fin. Pour répondre à la question, alors je ne vais pas faire une recette de cuisine, mais déjà, il me semble qu'il y a le macro et le micro. Ils n'ont pas honte. Non, il y a le macro. Le macro, ben, on a une stratégie, on sait très bien faire en France la stratégie, c'est plus dur de mettre en pratique. On a des stratégies, on a eu un plan cancer, maintenant on a une stratégie décennale. Pourquoi on n'aurait pas une stratégie en démocratie en santé? Premier point sur le plan macro, avec un volet expérience patient. Pourquoi pas? C'est pas du tout, on n'a jamais eu une stratégie nationale de la démocratie en santé en France. Premier point à questionner. Deuxième point, donc ça c'est plus au niveau macro, mais bon, si on n'emmène pas en haut, en France, on a du mal à ramener tout le monde. Bref, les établissements maintenant. Sur les établissements, sur le plan micro, comme disait Zineb, je pense que moi je fais une note au questionnaire qualitatif. On en crève du oui-non. L'être humain, il n'est pas oui-non, il n'est pas que binaire, donc multiplions, faisons du quanti, faisons du quali, et que diable, utilisons les verbatims, utilisons le vécu des patients qui n'est pas que binaire et que pas oui ou non sur des échelles mesurables. C'est peut-être mon côté un peu, voilà, qui ne rentre pas dans les cases, qui se réveille en moi quand je dis ça. Bref, je me calme tout de suite. Sur le plan des établissements de santé, je pense aussi qu'il y a des savoirs experts administratifs, les directions d'hôpitaux, il y a des savoirs experts soignants. Je pense qu'il faut faire de la place au savoir des patients. Alors là, je n'ai pas la méthode, hein, mais c'est à coup de formation, à coup de rencontres, à coup de travail en commun qu'on va réussir à implanter la culture des patients dans les établissements de santé.
Il faudra probablement passer par la création d'unités, alors on appellera ça comme on veut, de bureaux d'expérience patient. Alors j'ai vu que certaines directions qualité d'établissements de santé, notamment au CHU de Lille, s'appelait direction qualité et d'expérience patient. Très bien, si on rajoute une particule, mais j'espère que c'est pas que dans la particule. Voilà, il y a probablement avoir un service de soutien transversal dans les établissements de santé. Et puis, on ne va pas y arriver sans méthode. Et donc, je pense qu'en Angleterre, il y a le Peter Institute. Aux États-Unis, il y a des grands instituts, notamment, voilà, il y en a plusieurs. Je pense qu'il va falloir qu'on développe des outils, des méthodes qualité en co-construction avec les patients, parce que l'expérience patient, si c'est qu'un outil au service de la qualité, on perd le pari. Et donc, enfin, mon dernier mot, c'est faire de l'expérience patient, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a récupéré? Parce que je vois là aujourd'hui en France où ça bloque, on a recueilli plein de verbatims, on a recueilli plein de questionnaires, et ça ne change pas. L'expérience patient, c'est fait pour changer la vie des patients. Absolument. C'est notre volonté absolue. Et juste, Michael, voulait rajouter quelque chose? Oui, une phrase. Je ne sais pas si le terme existe, il faudrait regarder sur Google, mais il faut qu'on parle aussi de l'expérience aidant. L'année prochaine, on fera une table ronde sur le Tout à fait. Et ne pas oublier, surtout en cancérologie, parce que c'est souvent multiplicateur, un patient, 5, 6, 7, 8 personnes concernées. Et là, il faut peut-être aussi commencer à y travailler, à lutter contre les répercussions catastrophiques qu'engendre la maladie pour un individu, que ce soit sur le plan psychologique, économique ou social.